Héritage de l'ombre. Les mains d'Emma tremblaient lorsqu'elle souleva la trappe dissimulée dans le bureau abandonné de sa grand-mère, au cœur de l'ancienne fabrique. Les gonds rouillés grincèrent comme un cri venu du passé, dévoilant un gouffre obscur qui semblait avoir été scellé depuis des décennies. Elle ignorait que sous les lattes poussiéreuses du plancher où, enfant, elle jouait à cache-cache, se cachait un secret capable de bouleverser sa vie. Là-dessous sommeillait une fortune colossale, assez immense pour faire vaciller son esprit et serrer son cœur, partagé entre la joie et le deuil. Une odeur lourde de bois humide et de temps oublié monta à sa rencontre tandis qu'elle descendait prudemment l'échelle. La lumière froide de la lampe torche de son téléphone fendait les ténèbres, révélant des rangées de caisses hermétiquement fermées, de boîtes mystérieuses que Rosa avait dissimulées là, comme si elle avait préparé ce moment depuis toujours. Emma sentait presque la présence de sa grand-mère, comme une main invisible qui la guidait, l'observait, ou la mettait à l'épreuve. Quelques heures plus tôt, la pluie battait furieusement contre le pare-brise de sa voiture alors qu'elle s'approchait des abords de Millbrook, la petite ville où elle n'avait pas remis les pieds depuis près de 8 ans. Les essuie-glaces peinaient à suivre le rythme du déluge, et à travers le rideau d'eau, elle distinguait à peine les contours familiers de son enfance. L'ancien magasin de quincaillerie se dressait toujours là, bien que son enseigne effacée par le temps soit presque illisible. Le vieux dîner, où elle avait occupé son premier emploi en débarrassant des tables, avait été transformé en un cabinet de déclaration d'impôts. Tout avait changé, et pourtant, paradoxalement, tout semblait figé, comme si la ville retenait son souffle en attendant son retour. Sur la banquette arrière, Maya, sa fille de 9 ans, était absorbée par la lueur de sa tablette, ses écouteurs enfoncés dans les oreilles. Elle avait les cheveux sombres de son père, mais les yeux verts d'Emma, des yeux qui, malgré leur jeunesse, portaient déjà trop de désillusions. La séparation avait été prononcée 6 mois plus tôt, et depuis, Emma tentait tant bien que mal de recoller les morceaux. Infirmière à l'hôpital, elle enchaînait les doubles gardes pour payer les factures, tout en essayant d'être présente pour Maya. Chaque fin de mois devenait un casse-tête, les dettes s'entassaient plus vite qu'elle ne pouvait les rembourser. Souvent, la nuit, elle restait éveillée, calculant mentalement quel créancier pourrait patienter encore une semaine. « Maman, on est bientôt arrivé » demanda Maya, retirant un écouteur. « Encore quelques minutes, ma chérie » répondit Emma, adoucissant sa voix malgré la fatigue qui la rongeait. 3 jours plus tôt, un appel de l'avocat de sa grand-mère avait tout bouleversé. Rosa Castellano, figure respectée et matriarche de Millbrook, s'était éteinte paisiblement dans son sommeil à l'âge de 87 ans. Emma avait assisté aux funérailles la veille, une cérémonie intime où seuls quelques vieux amis de Rosa étaient présents. Elle avait pleuré plus intensément que lors de son propre divorce, consciente que c'était la fin d'une ère. Mais ce n'était pas la véritable raison de son retour. Gerald Prescott, l'avocat aux lunettes cerclées de métal et au sourire bienveillant, l'avait convoqué pour la lecture du testament. Emma s'attendait à recevoir une petite somme, quelques bibelots ou peut-être le service en porcelaine que Rosa lui avait promis depuis longtemps. Jamais elle n'aurait imaginé repartir avec les clés d'une usine entière, l'ancienne boulangerie Castellano. Quand la silhouette massive du bâtiment surgit au bout de l'avenue industrielle, le souffle d'Emma se suspendit. L'enseigne branlante, Castellano Bread Company, pendait encore au-dessus de l'entrée principale, ses lettres mutilées par le temps. Les briques rouges, autrefois éclatantes, étaient aujourd'hui noircies par les intempéries et l'abandon. La plupart des fenêtres étaient barricadées par des planches, et les herbes folles s'étaient frayé un chemin à travers l'asphalte fissuré du parking, comme une revanche lente de la nature contre la pierre. Emma gara la voiture à l'endroit exact où Rosa stationnait sa vieille Buick chaque matin à 5 heures. Elle resta un instant immobile, les mains crispées sur le volant, laissant les souvenirs l'envahir, les matins d'été où elle pédalait sur son vélo dans cette rue, le parfum enivrant du pain chaud qui chatouillait son estomac, les rires des ouvriers qui la poursuivaient pour jouer. Et surtout, les instants précieux passés dans le bureau de Rosa, à écouter ses récits d'immigration, lorsqu'elle avait quitté l'Italie avec pour seul trésor un carnet de recettes et un rêve à accomplir. « C'est ici » demanda Maya d'un ton dubitatif, fixant la bâtisse décrépite. « Oui, c'est bien ici » confirma Emma, sortant les clés de son sac. Gérald lui en avait confié 3, une pour l'entrée principale, une pour le bureau, et une troisième, spéciale, dont il n'avait rien voulu révéler. Les clés, lourdes et usées, portaient encore la marque des doigts de Rosa, comme si l'esprit de la vieille femme veillait à travers elle. Sous la pluie battante, elles s'avancèrent jusqu'à la porte gonflée par l'humidité. Emma dut forcer de l'épaule à 2 reprises avant que le battant ne s'ouvre dans un long gémissement qui résonna dans le silence. L'odeur les frappa aussitôt, non pas celle du pain doré de ses souvenirs, mais un relent âcre de renfermé, de poussière et de temps figé.
Le vaste hall de production s'étendait devant elle, désert. Les grandes tables de bois où la pâte avait jadis été pétrie subsistaient, couvertes de toiles d'araignée. Les fours industriels alignés contre le mur du fond béaient, portes ouvertes, comme des bouches figées dans un cri silencieux. Au-dessus, les poutrelles métalliques disparaissaient dans l'ombre, et l'on distinguait le martèlement de la pluie s'infiltrant à travers les brèches du toit. « C'est effrayant », murmura Maya, serrée contre sa mère. « Ça n'a pas toujours été ainsi », répondit Emma en caressant le bois rugueux d'une table. Elle se revit, enfant, apprenant à tresser la pâte pour les pains briochés, écoutant Rosa lui répéter que la patience et l'amour étaient les ingrédients essentiels de toute recette. Ce lieu avait été vivant, 20 ouvriers y travaillaient, une vieille radio diffusait de la musique, et Rosa, infatigable, dirigeait l'ensemble avec la rigueur d'un général et la tendresse d'une mère. Emma désignait chaque recoin à Maya, lui racontant ses souvenirs. Ici, l'endroit où elle s'était cachée lors d'une partie de cache-cache avec les enfants des employés. Là, le coin où elle avait laissé tomber un plateau entier de miches encore fumantes et où, au lieu de colère, Rosa l'avait prise dans ses bras pour lui rappeler que chaque erreur n'était qu'une leçon déguisée. Plus loin, la porte arrière par où les camions venaient chaque matin charger les célèbres pains au levain et au seigle qui avaient fait la réputation de la maison Castellano. Elles atteignirent enfin l'escalier menant à l'étage. Étroit et raide, il craquait sous leurs pas et Emma testa chaque marche avec prudence, consciente du risque, mais le bois résistait encore. Elles montèrent jusqu'au bureau. 3 pièces s'y alignaient, une salle de repos où trônait un vieux réfrigérateur, une réserve encombrée de cartons vides et d'outils oubliés, et enfin, le bureau de Rosa. Emma poussa la porte avec lenteur. La pièce semblait intacte, comme si sa grand-mère venait de la quitter pour revenir plus tard. Sur le bureau, une plume séchée reposait sur un carnet entrouvert. Les rideaux élimés laissaient filtrer une lumière grise, révélant les cadres accrochés au mur, des photographies jaunies montrant Rosa entourée de ses employés, de clients souriants, ou encore d'Emma enfant tenant une miche de pain plus grosse qu'elle. Un frisson parcourut Emma. Elle sentit Maya se serrer contre son bras, impressionnée par l'aura solennelle du lieu. Les clés d'airain tintaient dans sa poche. Une d'elles ouvrait sans doute ce que Rosa avait désigné comme « spécial ». Son cœur battait plus fort. Elle savait que ce retour n'était pas qu'une formalité d'héritage. Rosa avait laissé derrière elle plus qu'un bâtiment délabré. Elle avait laissé une énigme, une mission peut-être, un héritage qui dépassait de loin l'argent et les murs en ruine. Et dans ce silence chargé d'âme et de souvenirs, Emma comprit que le secret de Rosa allait changer non seulement son avenir, mais aussi celui de Maya. Un héritage d'amour, de courage et de mystère venait de s'ouvrir devant elle. Emma resta immobile un long moment devant la porte du vieux bureau, tenant dans sa main la deuxième clé que sa grand-mère lui avait laissée. Son cœur battait plus fort à mesure qu'elle approchait la serrure, comme si derrière cette porte l'attendait non seulement un passé figé dans la poussière, mais aussi un écho de son enfance. La clé tourna sans résistance, et la porte grinça doucement avant de s'ouvrir sur un véritable sanctuaire du temps. L'air avait une odeur familière, mélange de papier jauni, de bois ciré et d'une pointe de lavande. Le grand bureau de chêne de Rosa trônait toujours au centre de la pièce, massif et imposant, recouvert de piles de dossiers et de feuilles jaunies. Les murs étaient tapissés de photographies soigneusement encadrées, Rosa serrant la main du maire lors d'une cérémonie d'inauguration, les employés de l'usine rassemblés autour d'un sapin lors d'une fête de Noël, et, dans un coin, une jeune Emma souriante, les joues poudrées de farine, figée dans un éclat de rire. La chaise derrière le bureau portait encore le cardigan de Rosa, un tricot mauve pâle imprégné du parfum délicat de lavande qui, malgré les années, persistait comme une caresse invisible. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma sans qu'elle s'en rende compte. « Maman, tu pleures » murmura doucement Maya. Emma porta la main à sa joue et sentit la chaleur humide de ses larmes. « Oui, mon trésor. Parfois on pleure parce que ceux qu'on aime nous manquent. » Elle serra sa fille contre elle, puis inspira profondément, cherchant à puiser dans cette étreinte la force dont elle avait besoin. C'était pour Maya qu'elle luttait chaque jour, pour lui offrir une enfance faite de sécurité et de tendresse, semblable à celle qu'Emma avait connue ici autrefois, entre l'odeur du pain chaud et les rires des siens. Pendant près d'1 heure, elles fouillèrent ensemble le bureau. La plupart des papiers n'étaient que ce qu'Emma avait prévu, de vieilles factures, des plannings de livraison, des certificats sanitaires datant de 20 ans. Un calendrier demeurait bloqué à la page de juin 2013, le mois où la boulangerie avait fermé ses portes. Rosa s'était battue aussi longtemps qu'elle l'avait pu, mais sa santé fragile, les coûts grandissants et la concurrence féroce des boulangeries industrielles avaient fini par l'obliger à renoncer. À l'époque, Emma était partie à l'école d'infirmière,
et sa grand-mère avait minimisé l'événement, prétendant qu'il était simplement temps de prendre sa retraite après une belle carrière. Dans les tiroirs du bureau, Emma découvrit des objets plus personnels, un chapelet ayant appartenu à la mère de Rosa, une liasse de lettres nouée d'un ruban ou la correspondance avec Alberto, le grand-père d'Emma disparu bien avant sa naissance, et une petite boîte à bijoux contenant une alliance et quelques pièces d'or simples mais précieuses. Emma posa ses trésors de famille à part, avec une infinie délicatesse, consciente qu'ils étaient des fragments tangibles d'une histoire intime. Puis, tout au fond d'un tiroir, sous une pile d'articles de journaux célébrant les succès passés de la boulangerie, elle trouva le véritable trésor, le vieux livre de recettes. Épais, relié de cuir, ces pages portaient les marques de la farine et du beurre, témoins de décennies de travail et d'amour. Les recettes manuscrites s'étendaient en lignes élégantes, héritées de générations de boulangers. Dans les marges, Emma reconnut parfois sa propre écriture d'adolescente, lorsqu'elle tentait de reproduire les gestes de Rosa. Alors qu'elle tournait les pages, un feuillet s'en échappa et voltigea jusqu'au sol. Maya se précipita pour le ramasser. « Maman, c'est quoi ?» Emma saisit le papier et reconnut immédiatement l'écriture de Rosa. Une calligraphie soignée que l'arthrite n'avait jamais totalement vaincue. La note, datée d'il y a 3 ans, commençait par ces mots. « Ma chère Emma. Si tu lis ceci, c'est que tu es prête à découvrir le reste. J'ai vu grandir en toi une femme forte, une mère admirable, et je sais combien la vie t'a éprouvé. Tu affrontes les épreuves avec la même grâce que ta mère. Dieu et son âme. J'ai bâti quelque chose pour toi, pour ton avenir et celui de Maya. Sous le tapis, près de la fenêtre, tu trouveras ce que j'ai protégé toutes ces années. Utilise-le avec sagesse, amour et dignité, comme j'ai essayé de diriger cette boulangerie. La combinaison est ta date de naissance. N'oublie jamais, la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais dans le pain que l'on partage et l'amour que l'on donne. Mais l'argent, il faut bien l'avouer, nous aide à partager davantage de pain. Je t'aime pour toujours. Ta nonna Rosa. Emma relut la lettre 3 fois, le cœur battant. Maya, déjà excitée, tirait sur le vieux tapis persan qui recouvrait le plancher près de la fenêtre. Ensemble, elles le roulèrent, révélant des planches usées semblables aux autres. Mais en s'agenouillant, Emma distingua des lignes discrètes, un carré tracé dans le bois. Il y a une poignée, s'écria Maya, montrant un petit anneau métallique encastré. Les mains d'Emma tremblaient tandis qu'elle tirait sur l'anneau. La trappe était lourde, grinçante, et il fallut toute sa force pour la soulever. Un souffle d'air glacé s'échappa, chargé d'odeurs de terre et de secrets enfouis. Un vieil escalier de bois descendait dans l'ombre. « Reste ici, » dit Emma à sa fille. « Pas question, maman. On fait ça ensemble. » Un sourire s'esquissa sur le visage d'Emma. Maya avait hérité de la ténacité de Rosa autant que de ses yeux. Allumant la lampe de son téléphone, elle commença à descendre les barreaux. 12 marches plus bas, ses pieds touchèrent enfin un sol en béton. La cave s'étendait bien plus largement qu'elle ne l'avait imaginé, occupant toute la surface du bureau. La lumière de son téléphone révéla des étagères de bois, des casiers métalliques, tous remplis de boîtes, de caisses et de classeurs parfaitement alignés. Rien n'était laissé au hasard, Rosa avait organisé ce lieu secret avec une rigueur presque militaire. Maya rejoignit sa mère et, ensemble, elles s'approchèrent d'une étagère. Les boîtes portaient des étiquettes, toutes rédigées de la main de Rosa, marquées de dates et de codes mystérieux. Emma en sortit une, l'ouvrit, et découvrit des paquets soigneusement scellés dans du plastique. À l'intérieur, son souffle se coupa, des bérets bons, ces titres aux porteurs émis par le Trésor américain dans les années 60 et 70. Elle savait qu'ils valaient pratiquement de l'argent liquide, chacun affichant une valeur faciale de 10 000 $. « Maman, c'est quoi tout ça ?» demanda Maya, fascinée. « Je ne sais pas encore, ma chérie. Continuons à chercher. » Une autre caisse, plus lourde, révéla un trésor encore plus étincelant. Enveloppé dans du tissu et protégé par du plastique, des pièces d'or apparurent, American Eagles, cru gérant sud-africain, Maple Leaf canadien. Des dizaines, toutes brillantes sous la lueur vacillante du téléphone. Emma en prit une dans sa main, le poids solide du métal lui donna presque le vertige. Dans les classeurs, d'autres découvertes attendaient. Des actions de sociétés que tout le monde connaissait aujourd'hui, Coca-Cola, Procter & Gamble, General Electric. À l'époque, ce n'étaient encore que des entreprises régionales qui fournissaient farine, levure ou emballage à la boulangerie. Rosa, visionnaire, avait exigé d'être payée en partie en actions plutôt qu'en espèces.
Il y avait aussi des actes de propriété, des bâtiments commerciaux, des terrains résidentiels disséminés sur 3 comtés, acquis par Rosa durant les crises économiques, quand tout le monde vendait à bas prix. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, des registres comptables méticuleux retraçaient chaque investissement, chaque décision, chaque chiffre. Emma s'assit sur le sol glacé, ses mains caressant les pages jaunies, le cœur submergé par un mélange de gratitude, de stupeur et de responsabilité. Tout ce que sa grand-mère avait construit en silence, toute une vie de travail, de prévoyance et d'amour, se révélait enfin sous ses yeux. Elle comprit que ce trésor n'était pas seulement matériel, c'était un héritage de courage et de dignité, destiné à lui offrir, à elle et à Maya, un avenir que Rosa avait rêvé pour elle. Héritage sous les briques. La lumière vacillante du téléphone d'Emma éclairait la pièce obscure comme une lanterne fragile au milieu des ombres. Tout était là, soigneusement rangé dans des boîtes poussiéreuses, l'histoire financière d'une vie, le récit silencieux d'un labeur acharné et d'une patience presque surhumaine. Rosa avait vécu simplement, sans extravagance. Elle avait conduit la même vieille voiture pendant plus de 20 ans, porté des vêtements modestes, refusé les signes extérieurs de richesse. Mais derrière cette sobriété volontaire se cachait une discipline de fer, chaque dollar épargné, chaque billet arraché à la fatigue quotidienne avait été investi avec intelligence. Elle avait appris seule, dans le silence des bibliothèques et en feuilletant les pages financières des journaux locaux. Jamais elle n'avait cédé à la panique lors des crises, jamais vendue par peur, toujours, elle pensait à long terme, comme si l'avenir était une toile immense qu'elle peignait avec une patience infinie. Le dernier registre s'arrêtait 2 ans plus tôt. Sur la dernière page, l'écriture tremblante de Rosa témoignait de la fatigue de l'âge. Une seule phrase, soulignée maladroitement. Valeur estimée au 31 décembre 2023, environ 180 millions de dollars. Pour Emma et Maya, avec tout mon amour. Emma sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Le chiffre était irréel, vertigineux, presque insultant face à ses angoisses quotidiennes. 180 millions de dollars, enfouis sous le plancher d'une vieille boulangerie que le temps et la ville avaient oubliée. Elle pensa aussitôt à ses factures empilées sur la table de cuisine, aux relevés menaçants des cartes de crédit, au réveil en sursaut à 3 heures du matin, comptant et recomptant si elle pouvait acheter à Maya un manteau d'hiver sans compromettre le paiement de la voiture. « Maman ?» La voix inquiète de Maya brisa le silence. Emma comprit qu'elle pleurait encore. Mais ses larmes étaient différentes, elles n'étaient plus faites de désespoir, mais de soulagement. Un soulagement si intense qu'il faisait mal, qu'il inondait tout entière. Pas seulement pour elle-même, mais pour Maya. L'avenir de sa fille venait de s'illuminer, les études seraient assurées, même la faculté de médecine si elle le désirait, une maison avec un jardin, la promesse d'une vie stable et sécurisée. Tout ce qu'Emma avait tenté de protéger malgré un salaire d'infirmière trop maigre et les batailles incessantes avec son ex-mari pour une pension alimentaire qu'il refusait d'assumer. Pourtant, derrière la joie, une pensée plus lourde s'imposa. Cet argent n'était pas qu'une délivrance. C'était aussi une responsabilité. Rosa ne lui avait pas seulement légué une fortune. Elle lui avait laissé un choix. Elle passait encore 1 heure dans la cave, dressant l'inventaire. Dans un coin, un coffre-fort les attendait. Emma l'ouvrit en entrant sa date de naissance, comme l'indiquait la note. À l'intérieur, davantage d'obligations, quelques bijoux anciens au scintillement mystérieux, et surtout une enveloppe scellée portant son nom. Emma la glissa dans sa poche, elle la lirait plus tard, au calme, avec toute l'attention que méritaient ces mots posthumes. Lorsqu'elles remontèrent enfin l'échelle, la nuit était tombée. La pluie avait cessé, et par les fissures du toit brisé, on apercevait des étoiles timides se frayant un chemin entre les nuages. Dans le vieux fauteuil du bureau de Rosa, Emma s'assit avec Maya sur ses genoux malgré l'âge de la fillette, déjà presque trop grande pour cela. Elle la serra fort contre elle. « Alors, on est riche maintenant ?» demanda Maya d'une voix hésitante. Emma réfléchit longuement. « Oui, ma chérie, nous sommes riches maintenant. »« Et qu'est-ce qu'on va faire ?» C'était la même question qui tournait dans la tête d'Emma depuis qu'elle avait découvert les registres. Que ferait Rosa à sa place? Plus encore, qu'allait elle, choisir de faire? Elle se rappela une phrase que sa grand-mère aimait répéter, « La vraie richesse ne se mesure pas à l'argent, mais au pain que l'on partage et à l'amour que l'on offre. » Elle pensa à ce bâtiment, qui n'avait pas seulement été une boulangerie, mais un lieu vivant, le cœur battant de la communauté. Un endroit où les habitants se retrouvaient, échangeaient des nouvelles, souriaient ensemble. « Je ne sais pas encore, » admit-elle. « Mais on va le découvrir toutes les deux, d'accord ?» Cette nuit-là,
elles reprirent la route vers le motel dans un silence apaisant. Maya s'endormit à l'arrière, la respiration régulière. Emma, elle, voyait défiler les questions comme des phares dans la brume, avocat, conseiller financier, homme de confiance à trouver. Car une telle fortune n'était pas qu'un cadeau, c'était aussi un labyrinthe de taxes, de lois, de complications héritées du temps. Dans la chambre, après avoir bordé sa fille, Emma s'assit sur le carrelage froid de la salle de bain, la porte entr'ouverte pour ne pas réveiller Maya. Elle ouvrit enfin l'enveloppe. Plusieurs pages couvertes de l'écriture familière de Rosa s'y trouvaient, son ultime message. Elle parla de sa jeunesse, de son arrivée en Amérique à 19 ans avec Alberto, de leur rêve fou de bâtir une boulangerie de rien. Elle parla des pertes, des blessures invisibles. Leur premier enfant, un petit garçon, emporté par la maladie à 3 ans. Puis Maria, la fille adorée, la mère d'Emma, fauchée dans un accident de voiture quand Emma n'était encore qu'une enfant. Et malgré ces drames, Rosa raconta la joie profonde qu'elle avait connue en voyant Emma grandir, en devenant grand-mère de Maya. Puis vint l'histoire de l'argent, au départ, quelques économies, placées prudemment, pour protéger la famille dans les années difficiles. Peu à peu, grâce au temps et à la persévérance, ces graines avaient fleuri, se multipliant, grossissant de façon presque miraculeuse. Rosa avait caché ses investissements, parfois même à Alberto, par crainte que les créanciers ne les engloutissent. Elle avait choisi la modestie, non par contrainte, mais par conviction, bâtir patiemment une sécurité qui transformerait un jour le destin des siens. Enfin, Rosa s'adressa directement à Emma. « Tu as un choix maintenant, ma chère. Tu peux prendre cet argent et disparaître. Offrir à Maya une vie confortable, loin d'ici. Personne ne t'en voudrait. Mais tu peux aussi réaliser ce que j'ai toujours secrètement espéré. Ramener ce lieu à la vie. Pas seulement la boulangerie, mais le quartier tout entier. Cette ville a souffert depuis la fermeture de l'usine, les commerces ont baissé leurs rideaux, les familles sont parties, l'espoir s'est fané. Mais toi, avec ton cœur généreux et ta force, tu pourrais changer cela. Tu pourrais créer quelque chose qui honore le passé tout en construisant l'avenir. Quel que soit ton choix, sache que je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. Avec tout mon amour, Rosa. Emma plia la lettre avec soin et la serra contre son cœur. Elle resta là, assise sur le sol froid, jusqu'à ce que ses jambes s'engourdissent. Elle songeait au choix, aux héritages, à ce que signifiait véritablement honorer une mémoire. Puis, enfin, épuisée mais apaisée, elle se glissa près de sa fille et dormit profondément pour la première fois depuis des mois. Le lendemain, à l'aube, elle prit son téléphone. Elle appela Gerald Prescott, un vieil ami de la famille, et lui demanda de lui recommander un avocat spécialisé dans les successions complexes et un gestionnaire de patrimoine de confiance. Elle insista, il fallait des gens discrets, compétents et honnêtes. Gerald, fidèle à sa bienveillance, ne posa aucune question. En quelques heures, les rendez-vous étaient fixés. Cet après-midi-là, Emma se retrouva assise dans une salle de conférence impersonnelle, face à 3 avocats et 2 conseillers financiers. Elle raconta son histoire, présenta les documents. On lui expliqua que régulariser et transférer ses actifs prendrait des mois. Il y aurait des impôts à payer, mais moins lourds que prévu, car Rosa, méthodique comme toujours, avait pris soin de déclarer ses gains via un comptable indépendant, préservant ainsi sa discrétion. Les obligations aux porteurs posaient le plus de difficultés, mais elles étaient légitimes, il existait un processus pour les échanger. L'un des avocats la regarda droit dans les yeux. « Madame Chen. » Il utilisa son nom marital, même si elle avait repris son nom de jeune fille, Castellano, après son divorce, ce que vous avez hérité est extraordinaire. Vous devez réfléchir attentivement à la protection de vos biens, à la stratégie fiscale et à vos futurs investissements. Emma acquiesça, mais sa réponse fut simple, avant tout, je dois décider de ce que je vais faire du bâtiment de la boulangerie. Les 3 mois suivants, tandis que les avocats et comptables démêlaient les chevaux des avoirs cachés de Rosa, Emma fit des allers-retours constants à Millbrook. Elle engagea un ingénieur pour évaluer la structure du bâtiment. Elle marchait souvent seule dans la grande salle poussiéreuse où l'odeur du pain chaud semblait encore flotter dans les murs. Elle imaginait les rires des anciens clients, les regards complices échangés autour d'un café, l'animation d'un lieu qui, jadis, avait porté une communauté entière. Emma savait que son choix définirait non seulement son avenir et celui de Maya, mais aussi celui d'un village qui avait trop longtemps oublié comment rêver. Emma avait passé des jours entiers à réévaluer le bâtiment hérité de sa grand-mère, à faire venir des entrepreneurs pour obtenir des devis de restauration,
mais aussi à arpenter les rues de Millbrook. Elle redécouvrait peu à peu le rythme endormi de cette petite ville, s'arrêtait pour saluer les passants, échangeait des souvenirs et écoutait avec attention leurs inquiétudes. Plus elle avançait dans ses conversations, plus elle retrouvait l'écho des paroles écrites par Rosa dans sa lettre. Millbrook était à bout de souffle. La fermeture de l'usine de pain avait marqué le début d'un lent déclin. Sans cette activité qui avait autrefois fait vivre tant de familles, d'autres commerces avaient dû baisser rideau, incapables de survivre à la disparition du flux de clients et des emplois. Le centre-ville offrait un spectacle morne, des vitrines recouvertes de papier jauni annonçant des locaux, à louer, des rues presque désertes où régnait une atmosphère d'abandon. L'école publique, elle, ne tenait plus qu'avec des bouts de ficelle, contrainte de couper dans les programmes et de licencier des enseignants. Quant aux jeunes, à peine diplômés, ils filaient aussitôt vers les grandes villes, laissant derrière eux des parents vieillis et des maisons silencieuses. Et pourtant, malgré ce tableau sombre, Emma découvrait aussi une étonnante résilience. Les habitants restés à Millbrook portaient leur ville dans le cœur comme on garde vivante une flamme fragile. Ils se souvenaient de ce qu'elle avait été, des vendredis soirs où les rues s'animaient de familles en promenade, des festivals d'été où la musique se mêlait au rire, des défilés de Noël où toute la communauté vibrait à l'unisson. Et surtout, ils n'avaient pas oublié Rosa Castellano, cette femme généreuse qui avait nourri des générations, offert du pain à chaque kermesse d'école, à chaque collecte paroissiale, et qui avait incarné la foi obstinée dans un avenir meilleur pour Millbrook, même quand d'autres cessaient d'y croire. Peu à peu, Emma se mit à rencontrer les figures clés de la ville. Patricia Chen, la mère infatigable qui, depuis 15 ans, tenait son poste grâce à une volonté de faire et à un amour sincère pour sa communauté. Le directeur de l'école, le responsable de la chambre de commerce, les pasteurs, les commerçants encore ouverts, tous lui parlèrent des besoins urgents de Millbrook. Et à travers ces échanges, une idée germa en elle, puis se transforma en un plan audacieux. 6 mois plus tard, Emma se tint debout devant le conseil municipal. La salle, empreinte de gravité, respirait pourtant l'espoir. Avec une voix ferme, elle présenta son projet, restaurer l'ancienne usine de pain, non pas simplement pour la rouvrir, mais pour en faire un lieu de vie, un centre névralgique de la communauté. Le rez-de-chaussée deviendrait une boulangerie moderne, équipée d'une cuisine professionnelle, mais tournée vers la formation et l'emploi plutôt que vers la seule recherche de profit. Elle voulait embaucher localement, offrir des apprentissages aux jeunes et aux chômeurs, transmettre de vraies compétences qui ouvriraient des carrières. À l'étage, une partie serait transformée en incubateur d'entreprises, des locaux à loyers accessibles, où de jeunes entrepreneurs du secteur alimentaire pourraient lancer leurs projets avec, en plus, un accompagnement de mentors et de consultants. L'autre partie accueillerait un centre communautaire, avec des salles de réunion, une cuisine collective à disposition des habitants, et un petit café convivial qui deviendrait le nouveau point de rencontre de Millbrook. Mais Emma n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Elle avait déjà racheté 3 bâtiments commerciaux vides attenant à l'usine et proposa de les réhabiliter en logements abordables. Ces appartements à loyer modéré, conçus pour des familles de travailleurs, contribueraient à revitaliser le centre-ville. Elle s'était aussi associée au district scolaire pour lancer un programme d'art culinaire, s'engageant à recruter les diplômés et à assurer leur formation continue. Enfin, elle créa un fonds de bourse destiné aux élèves de Millbrook, couvrant non seulement les études universitaires, mais aussi les écoles professionnelles et les formations en apprentissage. Lorsque le vote fut prononcé, le conseil approuva le plan à l'unanimité. Patricia Chen, les larmes aux yeux, ne fut pas la seule à s'émouvoir, d'autres élus essuyaient discrètement leur visage. Emma, elle, sortit de cette réunion à la fois exaltée et effrayée. Elle venait de s'engager à investir des dizaines de millions de dollars. Une fortune qui aurait pu lui assurer, à elle et à sa fille Maya, une vie luxueuse jusqu'à la fin de leurs jours. Mais en marchant dans l'air froid de novembre, se dirigeant vers le bâtiment de l'usine, elle eut la sensation profonde que Rosa marchait à ses côtés, invisible mais présente, guidant chacun de ses pas. Les travaux s'étalèrent sur 18 mois. Emma s'installa définitivement à Millbrook, achetant une maison modeste à 3 rues de l'usine, assez près pour superviser le chantier quotidiennement, assez loin pour préserver un semblant d'intimité. Maya fut inscrite à l'école primaire du quartier, où elle s'épanouit rapidement, se fit des amis et rejoignit l'équipe de football. Quant à Emma, elle reprit un emploi à temps partiel à la clinique locale, non par besoin financier, mais parce que ce lien avec les patients et la vocation de soignante demeurait une part essentielle de son identité. Pour la boulangerie, elle engagea Antonio Ruiz, un ancien employé de Rosa, dépositaire des recettes d'autrefois. Ensemble, ils passèrent des mois à tester, corriger, ajuster chaque pain,
jusqu'à retrouver le goût exact dont Emma se souvenait enfant. Ils recrutèrent 12 employés, mélange de jeunes en quête de leur première expérience et de travailleurs plus âgés qui avaient perdu leur emploi lors de la fermeture initiale. Emma fut catégorique, chacun devait recevoir un salaire digne, assorti d'avantages complets. De plus, elle instaura un système de participation aux bénéfices, quand la boulangerie prospérerait, tout le monde en profiterait. L'incubateur attira ses premiers locataires avant même la fin des travaux, une femme rêvant de lancer son service traiteur, un jeune couple avec un projet de food truck, un diplômé en quête d'expérimentation autour de pâtes artisanales. Tous trouvaient là un tremplin que Millbrook n'aurait jamais pu leur offrir autrement. Certains réussiraient, d'autres non, mais chacun aurait eu sa chance. Les logements rénovés, eux, se remplirent en quelques jours, avec une liste d'attente dépassant la centaine de familles. Emma s'était associée à un organisme à but non lucratif spécialisé dans le logement, afin de garantir la pérennité de l'accessibilité et de la qualité. Elle tenait à ce que ces appartements soient de véritables foyers, électroménagers modernes, peintures fraîches, bibliothèques intégrées, banquettes sous les fenêtres. Pour elle, la dignité passait par l'endroit où l'on vit, quel que soit son revenu. Enfin arriva le grand jour, la réouverture, un samedi de juin, presque 2 ans jour pour jour après qu'Emma avait franchi la porte poussiéreuse de l'usine abandonnée. Le ciel était d'un bleu limpide, une brise douce parcourait les rues. On avait barré la route devant le bâtiment, et dès 10 heures, la foule remplissait l'espace. Des habitants actuels côtoyaient d'anciens résidents revenus pour l'occasion, attirés par la rumeur et la couverture médiatique de cette renaissance. Sur une petite estrade dressée devant l'entrée principale, Emma se tenait, un micro en main. Son regard embrassait cette mer de visages familiers et inconnus. À ses côtés, Maya, désormais âgée de 11 ans, intimidée par l'ampleur de l'assemblée, mais débordante de fierté pour sa mère. Derrière elle, Antonio et toute l'équipe de la boulangerie portaient fièrement des tabliers ornés du nouveau logo de la Castellano Bread Company, un dessin qui rendait hommage à l'ancienne enseigne tout en incarnant la modernité. Merci à tous d'être venus, commença Emma, la voix légèrement tremblante mais habitée d'une conviction profonde. Il y a 2 ans, j'ai hérité de ce bâtiment de ma grand-mère, Rosa Castellano. Beaucoup d'entre vous se souviennent d'elle, et de la boulangerie qu'elle a tenue ici pendant plus de 40 ans. Quand je suis revenu, le lieu était sombre, silencieux, abandonné. Aujourd'hui, grâce à vous, il est redevenu lumière, espoir et promesse. La foule éclata en applaudissements, et au milieu de ces acclamations, Emma sentit son cœur se gonfler d'une gratitude indicible. Millbrook n'était plus une ville qui mourait. C'était une communauté en renaissance, et elle savait, au plus profond d'elle-même, que Rosa en aurait été fière. L'air embaumait encore de l'odeur du pain chaud. Même si les années avaient passé, même si les murs avaient été vidés puis restaurés, Emma pouvait presque entendre les éclats de rire qui résonnaient autrefois dans l'atelier, sentir la chaleur humaine que Rosa, sa grand-mère, avait su insuffler à chaque pierre de ce lieu. Elle inspira profondément, rassembla ses pensées, et laissa son regard parcourir la foule réunie devant elle. Parmi les visages, elle distingua ceux qui avaient rendu ce jour possible. Patricia Chin, émue aux larmes, essuyait discrètement ses joues. Plus loin, Gerald Prescott, l'avocat qui l'avait guidé à travers 1000 complications juridiques, lui adressa un signe discret. Non loin, les entrepreneurs, architectes et ouvriers qui avaient travaillé sans relâche pour donner vie à son projet observaient la scène avec fierté. Et disséminés çà et là, des hommes et des femmes âgés, anciens employés de Rosa, avaient tenu à être présents pour voir renaître leur ancien lieu de travail, témoin de tant d'années de sueur et de fraternité. Emma prit une inspiration et reprit la parole. Ma grand-mère m'a laissé bien plus qu'un bâtiment, dit-elle d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Elle m'a transmis une responsabilité, un choix. J'aurais pu prendre son héritage et disparaître, me construire une vie confortable ailleurs, loin d'ici. Mais Rosa m'a appris que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on garde pour soi, mais dans ce que l'on partage. Elle m'a appris que la communauté est essentielle. Que le pain que nous rompons ensemble a infiniment plus de valeur que l'argent que nous amassons. Elle m'a appris qu'être béni au-delà de nos besoins signifie dresser une table plus longue, et non ériger une clôture plus haute. Maya, sa fille, lui serra doucement la main, et Emma lui rendit la pression avec tendresse. Alors aujourd'hui, poursuivit-elle, nous ne rouvrons pas seulement une boulangerie. Nous redonnons vie à une part du cœur de notre communauté. Ce lieu offrira des emplois et des formations, il soutiendra de nouveaux commerces et de jeunes entrepreneurs. Il deviendra un espace de rencontres et de liens retrouvés. Et oui, il offrira aussi du pain délicieux. Un éclat de rire parcourut l'assemblée,
allégeant un peu la nervosité d'Emma. Ce projet n'est pas seulement le mien. Ce n'est pas qu'un investissement personnel. Il appartient à nous tous. C'est un message, Millbrook compte. Les petites villes comptent. Nous n'avons pas à accepter le déclin comme une fatalité. Nous pouvons choisir de nous battre pour les endroits que nous aimons, d'investir les uns dans les autres, de bâtir quelque chose qui nous survivra. Sa voix trembla légèrement en prononçant ces derniers mots. Alors, elle glissa la main dans sa poche et en sortit un objet simple mais chargé de mémoire, le vieux couteau à pain de Rosa. Le manche en bois était usé par 40 années de service, mais la lame brillait désormais, restaurée et affûtée par Antonio, l'artisan qui avait retrouvé l'outil dans les anciens équipements de la boulangerie. Emma le leva, émue. Ce couteau a servi ma grand-mère pendant toute une vie, dit-elle. Aujourd'hui, Maya et moi allons l'utiliser pour couper le ruban et rouvrir officiellement ses portes. Mais avant cela, je voudrais dire merci. Merci à tous ceux qui ont cru en cette vision, qui ont travaillé pour la rendre réelle, qui ont choisi de rester à Millbrook et de lutter pour son avenir. Merci à ma fille, Maya, pour sa patience envers une mère souvent dépassée, dispersée, mais toujours animée d'amour. Et merci à Rosa, que je pleure chaque jour, qui m'a appris que la meilleure façon d'honorer la mémoire de quelqu'un, c'est de vivre selon ses valeurs. Antonio s'approcha, tenant un large ruban rouge tendu à travers l'entrée. Emma plaça ses mains sur le couteau, Maya en fit autant, et ensemble elles tranchèrent d'un geste net. Le ruban se déchira et tomba. Un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie éclata, emportant Emma dans un flot d'émotions. Les portes s'ouvrirent et la foule envahit l'intérieur. La boulangerie resplendissait. C'était un mariage parfait entre l'efficacité moderne et le charme d'autrefois. Les vieilles tables en bois avaient été restaurées et réintégrées dans le décor. Les fours antiques avaient laissé place à un matériel flambant neuf, mais l'esprit du lieu avait été préservé. Sur les murs, des photographies retraçaient l'histoire du lieu. L'une d'elles, qu'Emma chérissait particulièrement, montrait Rosa devant ses fours, le nez couvert de farine, affichant un immense sourire. Des paniers de pain frais circulaient, distribuant gratuitement des tranches encore tièdes. Les invités croquaient dedans et souriaient, comme si chaque bouchée mêlait mémoire et espoir. Les enfants couraient entre les tables, leur rire se mêlant aux conversations animées des adultes qui retrouvaient de vieux amis. Quelqu'un lança une musique entraînante. Quelques couples se mirent à danser. C'était le chaos joyeux que Rosa aurait adoré, une fête où la vie reprenait toute sa vigueur. Emma, cherchant un moment de calme, s'éloigna un peu et se retrouva près de l'ancien bureau de Rosa, transformé en petit musée retraçant l'histoire de l'usine et de la boulangerie. Par la fenêtre, elle aperçut les salles du centre communautaire à l'étage, les appartements abordables voisins, et la rue principale de Millbrook qui renaissait doucement avec ses nouvelles façades rénovées et ses commerces en train de s'ouvrir. Elle serait tellement fière de toi, murmura une voix derrière elle. Emma se retourna et découvrit une vieille femme frêle mais aux yeux lumineux. Elle mit un instant à la reconnaître, Maria Santos, qui avait travaillé 30 ans aux côtés de Rosa en tenant le comptoir et en accueillant les clients. « Madame Santos » s'exclama Emma, la serrant doucement dans ses bras. « Je suis si heureuse que vous soyez venue. »« Je n'aurais raté ça pour rien au monde » répondit Maria. « Rosa parlait de toi sans cesse, tu sais. Même après la fermeture, même quand sa mémoire commençait à lui jouer des tours, elle n'oubliait jamais de me dire « Ma petite fille fera quelque chose de grand. Elle a un bon cœur. » Et regarde, elle avait raison. Emma sentit sa gorge se nouer. « Je n'aurais rien pu faire sans elle, » dit-elle doucement. « Sans ce qu'elle m'a laissé. » Maria serra sa main avec tendresse. « Rosa ne t'a pas seulement laissé de l'argent, mon enfant. Elle t'a laissé un exemple, une façon d'être au monde. Tu aurais pu prendre cet héritage et ne rien en faire, ou l'utiliser pour toi seul. Mais tu as choisi d'honorer sa mémoire en agissant comme elle, en prenant soin des autres, en croyant en la communauté. Et ça, aucun testament ne peut leur donner. C'est toi. » Les larmes revinrent aux yeux d'Emma, mais cette fois elles n'étaient pas lourdes de tristesse. Elles étaient apaisantes, réparatrices. « Viens, » ajouta Maria avec un sourire espiègle. « Allons voir si Antonio a bien retenu le secret de Rosa pour obtenir cette croûte parfaite. » Elles regagnèrent la salle de fête. Emma se laissa happer par les accolades, les félicitations, les rires partagés. Elle vit Maya jouer avec ses amis, légère et insouciante, et goûta elle-même un morceau de pain qui ressemblait presque à celui de son enfance. Presque, mais pas tout à fait. Car rien ne pouvait jamais être exactement comme avant. Et ce n'était pas grave.
Emma comprit que le but n'était pas de reproduire le passé à l'identique, mais de s'en inspirer pour construire autre chose. Honorer les traditions, oui, mais aussi ouvrir un espace aux nouveautés. Se souvenir d'où l'on vient, tout en avançant avec courage vers ce que l'on veut bâtir. Quand le soir tomba et que la foule commença à se disperser, Emma s'assit sur les marches du bâtiment, Maya blottit à ses côtés. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. L'odeur du pain chaud s'échappait encore des portes entr'ouvertes. Les rires et les conversations des derniers invités flottaient dans l'air doux du crépuscule. « Maman, » dit Maya d'une voix douce, « tu crois que grand-mère Rosa savait que tout ça allait arriver? Qu'elle savait que tu ferais tout ça ?» Emma resta silencieuse un instant, réfléchissant à Rosa, à la fortune patiemment amassée, à la lettre soigneusement cachée qu'elle relisait souvent les soirs de doute. « Je pense qu'elle l'espérait, » répondit-elle enfin. Elle me connaissait assez bien pour espérer que je ferais ce choix. Mais elle aurait aussi compris si j'avais choisi un autre chemin. C'est ça, l'amour véritable, ma chérie. Il n'impose rien, il ne met pas de chaîne. Il offre la liberté de choisir. Et moi, j'ai choisi ça. Maya se blottit un peu plus contre elle, un sourire tranquille aux lèvres. Je suis contente, dit-elle simplement. J'aime être ici. J'aime notre maison, mon école, mes amis. J'aime que tout le monde te dise bonjour dans la rue, et que les gens nous connaissent. On dirait une grande famille. C'est exactement ça, répondit Emma en passant un bras protecteur autour de sa fille. Une grande famille. Et tandis que le ciel s'assombrissait et que les lumières de la boulangerie brillaient encore derrière elle, Emma sut, au plus profond d'elle-même, qu'elle avait choisi le bon chemin. Le ciel s'assombrissait peu à peu, et les premières étoiles scintillaient déjà au-dessus de Millbrook. Emma et Maya restaient assises côte à côte, plongées dans un silence doux et complice, le genre de silence qui n'a rien de pesant, mais qui apaise, qui réconforte. À travers la vitre, Emma apercevait Antonio en train de fermer la boulangerie pour la nuit. Il avançait calmement, vérifiant chaque four, éteignant les lumières une à une, comme on ferme un livre à la fin d'une journée bien remplie. Demain, tout recommencerait, la farine, la pâte, le feu du four, l'odeur du pain qui emplit les rues, et cette énergie de communauté qu'ils avaient tous décidé de préserver et de faire revivre. Emma savait que les lendemains ne seraient pas toujours faciles. Elle avait conscience des défis qui s'annonçaient, la pression financière, les décisions difficiles, les échecs inévitables. Mais elle avait appris, grâce à Rosa, que la vraie force ne se mesurait pas à l'absence d'épreuves, mais à la patience, à la persévérance et à cette détermination tranquille de toujours choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. On rentre à la maison, demanda Emma en serrant doucement la main de sa fille. Oui, mais on pourra revenir demain. J'ai promis à Antonio de l'aider avec le levain. Emma éclata de rire, son cœur se réchauffant devant l'enthousiasme sincère de Maya. Bien sûr que nous reviendrons demain. Elles descendirent la rue, main dans la main, leurs pas guidés par les nouveaux lampadaires qu'Emma avait financés. Autour d'elles, les vitrines autrefois désertes vibraient de nouveau, des commerces rouverts, des enseignes lumineuses, des voix et des rires sortant des cafés. Sur les porches, des voisins leur faisaient signe. C'était une petite ville, un lieu qui n'attirerait jamais les magazines de voyage, mais c'était leur maison, et elles respiraient de nouveau. Et cela valait d'infiniment plus que n'importe quel trésor enfoui dans une cave. Arrivant au coin de leur rue, Emma se retourna une dernière fois. L'enseigne au-dessus de l'usine brillait désormais d'une lueur chaleureuse dans le crépuscule. The Castellano Bread Company. Ces mots incarnaient tout, l'héritage de Rosa, le choix d'Emma, l'avenir de Maya. Tout était là, contenu dans des briques, des poutres et dans la magie simple de la farine, de l'eau, du levain et de l'amour. Emma inspira profondément. Oui, désormais, à Millbrook, l'odeur du pain rimerait de nouveau avec sécurité et tendresse, comme lorsqu'elle-même était enfant. Mais cette fois, elle veillerait à ce que cette chaleur, cette générosité et cette communauté que Rosa avait bâtie ne disparaissent plus jamais. Elle avait désormais les moyens financiers. Mais surtout, elle possédait la volonté, la vision et cette certitude intime que la richesse ne se mesurait pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on partage. Pas dans ce que l'on garde pour soi, mais dans ce que l'on offre aux autres. Emma serra un peu plus fort la main de Maya, et la petite lui répondit par une pression tendre. Demain apporterait son lot de défis et d'opportunités. Mais ce soir, elles rentreraient dîner ensemble, et peut-être qu'elles prépareraient quelques biscuits dans leur propre cuisine, perpétuant à leur manière la tradition familiale. Car au fond, ce n'était pas de l'argent que Rosa leur avait laissé, mais une tradition, celle de prendre soin des autres,
de bâtir une communauté et d'utiliser ce que l'on possède, même peu, pour rendre le monde plus doux, plus humain, plus semblable à un foyer. Et Emma s'était juré que cette tradition perdurerait. Elle la transmettrait à Maya, qui la transmettrait à son tour, un héritage plus précieux que l'or et infiniment plus durable qu'une fortune cachée. C'était l'humble mais immense héritage d'une femme qui croyait que chacun méritait un pain chaud et une place à la table. Mais le chemin ne faisait que commencer. Le premier véritable défi arriva 3 mois après l'inauguration officielle. Emma travaillait dans son bureau à domicile, parcourant les rapports financiers de la boulangerie, lorsque son téléphone sonna. C'était Antonio. Sa voix tendue alarma immédiatement Emma. « Emma, il faut que tu viennes à l'usine. On doit parler. » En moins de 10 minutes, elle traversait le plancher animé de la boulangerie, où les employés préparaient la nouvelle fournée de pain au levain. Elle monta à l'étage. Là, dans l'ancien bureau de Rosa, autrefois musée de souvenirs, désormais véritable quartier général, Antonio l'attendait. Avec lui se trouvait Marcus Chen. Marcus n'était pas n'importe qui, l'un des premiers apprentis, un jeune homme qu'elle avait embauché alors qu'il travaillait dans une station-service. À peine 22 ans, doué avec la patte, mais encore hésitant dans sa manière de se tenir, comme s'il n'avait pas encore trouvé pleinement sa place dans le monde adulte. « Que se passe-t-il » demanda Emma, sentant la gravité de l'instant. Marcus baissa les yeux, mal à l'aise. « Madame Castellano, j'ai reçu une offre. Une boulangerie de la ville a vu nos publications sur Instagram et m'a contacté directement. Il me propose presque le double de mon salaire actuel, avec en plus des avantages et une aide au logement. » Le cœur d'Emma se serra, mais son visage resta impassible. Elle avait toujours rêvé de cela, former des jeunes, leur donner un avenir. Et voilà que cela arrivait. Pourtant, perdre Marcus, aussi prometteur, était douloureux. « C'est une excellente nouvelle, Marcus. Tu devrais accepter. C'est pour cela que nous existons, pour donner des opportunités. » « Mais j'ai l'impression de vous trahir, » répondit-il, la voix tremblante. « Vous m'avez tendu la main quand personne d'autre ne croyait en moi. Et maintenant, je pars ?» Antonio posa une main rassurante sur son épaule. « Tu ne nous abandonnes pas, Marcus. Tu réussis. C'est la preuve que ce que nous faisons a du sens. » Emma hocha la tête, les yeux embués. « Antonio a raison. Je suis fier de toi. Promets-moi juste une chose, quand tu auras réussi, quand tu dirigeras ta propre boulangerie ou que tu seras chef dans un grand restaurant, tu donneras à ton tour une chance à quelqu'un, comme nous l'avons fait pour toi. » Les yeux brillants, Marcus acquiesça. « Je vous le promets. Et je reviendrai vous voir. Cette boulangerie, elle a changé ma vie. Vous avez vu en moi ce que je ne voyais pas. Vous m'avez sauvé. » Après son départ, Emma et Antonio restèrent un moment en silence. Puis Antonio souffla. « Ça va se reproduire, tu sais. Nous les formons trop bien. Ils auront d'autres offres. Certains resteront, mais beaucoup s'en iront. » Emma ferma les yeux un instant. « Et c'est très bien ainsi. Notre but n'est pas de les retenir, mais de leur donner des ailes. » Cette idée resta pourtant dans son esprit toute la soirée. Après avoir bordé Maya, elle rouvrit le vieux cahier de recettes de Rosa. En marge de la recette des brioches à la cannelle, sa grand-mère avait griffonné « Le secret, c'est de savoir quand laisser lever la pâte, et quand la frapper. Les gens sont comme la pâte. Parfois, ils ont besoin de chaleur et de soutien. Parfois, ils ont besoin de pression pour grandir. L'art réside dans le fait de savoir quand leur donner l'un ou l'autre. » Ces mots résonnèrent en elle. Le programme d'apprentissage fonctionnait peut-être trop bien. Elle devait aller plus loin, créer non seulement des ouvriers qualifiés, mais aussi des bâtisseurs d'avenir, ici même à Millbrook. Alors, dans les semaines suivantes, Emma lança une nouvelle initiative. Elle mit en place un fonds d'amorçage destiné à tout ancien apprenti souhaitant ouvrir sa propre entreprise alimentaire dans la région. Elle conclut un partenariat avec le collège communautaire des environs pour offrir des bourses en cuisine et en gestion. Elle bâtit enfin un réseau reliant ses apprentis à des opportunités dans tout le comté, afin qu'ils puissent grandir sans être contraints de quitter Millbrook. Ainsi, le rêve de Rosa se transformait et s'élargissait. Il ne s'agissait plus seulement de pain. Il s'agissait de redonner vie à toute une communauté, de répandre la chaleur d'un four au cœur de la ville et bien au-delà. Emma avait toujours cru que le plus dur était derrière elle. La réouverture de la boulangerie de sa grand-mère, les dettes enfin réglées, la vie qui retrouvait un semblant d'équilibre.
Elle pensait avoir surmonté l'essentiel. Mais la vie avait encore des épreuves à lui imposer, venues d'une direction inattendue. 6 mois après la réouverture de l'usine boulangerie, une enveloppe glaça son cœur, une lettre officielle de son ex-mari, David. Il avait appris la vérité sur son héritage, sur la fortune cachée et sur la renaissance de l'entreprise. Son ton était sec, presque menaçant, il exigeait la garde exclusive de leur fille Maya. Selon lui, Emma, désormais accaparée par ses affaires et son argent, n'était plus en mesure de s'occuper correctement de leur enfant. Il réclamait aussi la révision de l'accord de pension alimentaire, arguant qu'Emma n'avait plus besoin de son aide financière. La panique s'empara d'elle. David, qui n'avait jamais montré qu'un intérêt sporadique pour leur fille, devenait soudain un père revendicateur. Depuis le divorce, il n'avait respecté les visites qu'à sa convenance, disparaissant parfois des mois entiers. Mais il était avocat, habile, charismatique, parfaitement capable de manipuler la loi pour servir ses intérêts. Emma comprit aussitôt qu'elle devait se préparer à une bataille difficile. Elle fit appel à la meilleure avocate en droit familial qu'elle put trouver, Sarah Martinez. Une femme réputée pour sa combativité autant que pour son sens de la justice. Ensemble, elles passèrent des heures à rassembler des preuves, à compiler les absences de David, les visites manquées, les promesses rompues à Maya. Chaque page de ce dossier était une blessure ouverte, le rappel douloureux d'un mariage brisé et de la triste évidence, pour David, leur fille n'était pas un être à aimer, mais un trophée à conquérir. Le jour de l'audience arriva, un matin glacé de janvier. Emma n'avait presque pas dormi. En se levant, elle trouva Maya déjà réveillée, assise à la table de la cuisine, ses cahiers éparpillés devant elle. « Tu devrais dormir encore un peu, ma chérie, dit-elle doucement. Maya leva les yeux, ses pupilles voilées d'inquiétude. « Je sais pour l'audience, maman. Papa m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit qu'il voulait que je vive avec lui à plein temps. » Le sang d'Emma se figea. David n'avait pas le droit d'en parler à leur fille. Sa voix trembla. « Et qu'as-tu répondu ?» Maya éclata en sanglots. « Je lui ai dit que je voulais rester avec toi. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne voulais pas vivre avec lui. Il se met en colère quand je n'obéis pas. Il est toujours sur son téléphone. Il ne connaît même pas le nom de mes amis ni celui de mes professeurs. Mais c'est mon père. Maman, est-ce que je suis une mauvaise personne parce que je ne veux pas habiter avec lui ? » Emma traversa la pièce d'un pas et serra sa fille contre elle avec une force qui voulait la protéger de tout le mal du monde. « Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es la meilleure personne que je connaisse. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous irons bien toutes les deux. Je te le promets. » L'audience fut brutale. L'avocat de David décrivit Emma comme une femme obsédée par ses projets, négligeant sa fille pour se consacrer à des rêves philanthropiques irréalistes. Il affirma que la richesse soudaine lui avait tourné la tête, qu'elle prenait des décisions inconsidérées. Maya, selon lui, serait mieux dans un foyer stable auprès d'un père respectable, avocat établi, et d'une nouvelle épouse capable d'offrir une vraie figure maternelle. Mais Sarah Martinez, implacable et brillante, retourna chaque argument avec une précision chirurgicale. Elle présenta les preuves de l'implication d'Emma, ses plannings minutieux, sa présence constante à toutes les réunions parents-professeurs, à chaque rendez-vous médical. Elle fit venir des témoins, les enseignants de Maya, des voisins, et même la mère, Patricia Chen, qui attesta de la générosité et de la rigueur d'Emma, non seulement comme mère, mais aussi comme pilier de la communauté. Puis Sarah dévoila son atout, elle avait convoqué la thérapeute de Maya, la docteure Lisa Reeves. Cette dernière expliqua devant le tribunal que Maya allait bien, qu'elle s'épanouissait dans un environnement équilibré et aimant auprès de sa mère. L'arracher à ce foyer, selon elle, serait un traumatisme nuisible à son bien-être psychologique. La juge, Margaret Walsh, une femme à la voix ferme et à l'expérience impressionnante de 20 ans sur le banc, prit une semaine pour rendre sa décision. 7 jours d'attente insoutenables. Emma fit semblant de mener une vie normale, travail, devoirs, repas partagés. Mais chaque instant était traversé par la peur, la terreur de perdre son enfant. Quand enfin la décision tomba, Emma s'assit aux côtés de Sarah dans le tribunal, le souffle suspendu. La juge Walsh réprimanda sévèrement David, l'accusant d'utiliser la justice pour punir son ex-femme plutôt que d'agir dans l'intérêt de sa fille. Elle souligna son absence chronique, son manque d'investissement. Et elle trancha en faveur d'Emma, maintenant la garde partagée comme avant. La pension alimentaire, quant à elle, resterait inchangée, car il ne s'agissait pas des besoins financiers d'Emma,
mais de la responsabilité d'un père envers sa fille. Emma éclata en larmes, mélange de soulagement et d'épuisement. À la sortie, elle appela immédiatement l'école de Maya pour qu'on lui annonce la bonne nouvelle, elles resteraient ensemble. Cet après-midi-là, malgré le froid mordant de janvier, elles allèrent manger une glace. Dans la voiture, chauffage allumé, elles parlèrent de tout sauf du tribunal. « Je t'aime, maman, dit soudain Maya. Je sais que je ne te le dis pas assez, mais je t'aime. Et je suis contente qu'on soit une équipe. » Emma sourit à travers ses larmes. « Nous serons toujours une équipe, ma chérie. Toujours. » Cette bataille judiciaire, aussi éprouvante qu'elle ait été, eut un effet inattendu, elle força Emma à réfléchir à son équilibre de vie. Elle comprit qu'elle s'était réfugiée dans le travail, dans la boulangerie et les projets communautaires, pour fuir les blessures de son divorce et la peur de retomber dans l'insécurité financière. Avec la garde enfin sécurisée et son avenir matériel assuré, il était temps de trouver un nouvel équilibre. Elle engagea une directrice générale expérimentée, Patricia Okonko, forte de 20 ans dans la gestion d'entreprises alimentaires. Grâce à elle, Emma put déléguer les opérations quotidiennes et se concentrer sur la stratégie tout en retrouvant du temps pour sa fille. Elle entama aussi une thérapie personnelle avec le docteur James Kim. Ensemble, ils abordèrent ses blessures, la perte de Rosa, son mariage brisé, le poids étouffant de la richesse soudaine. Un jour, le docteur lui dit : « C'est normal de te sentir coupable d'avoir de l'argent. Mais la culpabilité sans action n'est que complaisance. Tu utilises déjà tes ressources pour aider les autres. Maintenant, tu dois aussi t'autoriser à vivre, à être heureuse. Pour toi. Et pour ta fille. » Ces mots devinrent une boussole. Emma commença à organiser des escapades avec Maya, week-end à la mer, randonnées en montagne, sorties culturelles. Rien d'extravagant, juste du temps de qualité ensemble, loin du tumulte de Millbrook. Cet été-là, elles partirent 2 semaines en Italie. Dans le petit village où Rosa était née, elles visitèrent l'église de son baptême et goûtèrent le pain de la boulangerie où travaillait son arrière-grand-mère. Là, dans cette terre ancienne, Emma ressentit une connexion viscérale à ses racines. Elle comprit d'où venait la force de Rosa, cette ténacité qui avait traversé les générations. Et, en tenant la main de Maya au milieu des ruelles pavées, elle sut que ce qu'elles construisaient ensemble n'était pas seulement une nouvelle vie, c'était une histoire qui continuerait, de mère en fille, dans la mémoire et dans l'amour. Emma comprit ce jour-là qu'elle n'était pas seule dans son combat. Elle n'était que le maillon le plus récent d'une longue chaîne de femmes qui, depuis des siècles, avaient pétri le pain de leurs mains, élevé des enfants avec courage et survécu aux guerres, aux famines et à toutes les épreuves que l'histoire avait pu leur infliger. Cette révélation la toucha profondément, sa mission n'était pas seulement de préserver la mémoire du passé, mais de tendre un pont solide vers l'avenir. Le temps passa, et la boulangerie renaissante ne cessa de croître et d'évoluer. Au terme de la 2e année, plus de 40 personnes y avaient trouvé du travail et un nouveau souffle. Certains, comme Marcus, avaient saisi d'autres opportunités ailleurs, mais la plupart étaient restés, construisant leur vie et leur avenir à Millbrook. Le petit incubateur d'entreprises attenant avait déjà fait éclore 8 jeunes sociétés, dont 3 s'étaient assez développées pour ouvrir leur propre boutique dans le centre-ville revitalisé. Les logements sociaux qu'Emma avait fait bâtir affichaient complet et une liste d'attente s'allongeait chaque mois. Emma avait d'ailleurs déjà entamé des discussions avec des promoteurs pour en construire davantage. Mais le moment le plus marquant ne fut pas une inauguration ou un discours officiel. Il arriva un mardi d'octobre, dans la simplicité d'un après-midi de travail. Emma était dans l'atelier, occupée aux côtés d'Antonio à mettre au point une nouvelle recette, lorsqu'un vieil homme entra. Il devait avoir près de 70 ans, maigre et courbé par les années, ses yeux doux dissimulés derrière de lourdes lunettes. Il resta immobile au comptoir, observant les lieux en silence, des larmes roulant sur ses joues marquées par le temps. Antonio s'approcha le premier. « Monsieur, tout va bien ? Puis-je vous aider ?» Le vieil homme essuya ses yeux. « J'ai travaillé ici, il y a 30 ans. J'étais l'un des boulangers de Rosa. Après la fermeture de l'usine, je suis parti vivre en Arizona, chez ma fille. Mais en revenant visiter Millbrook, j'ai appris que la boulangerie avait rouvert. Je devais la revoir. » Emma sortit de l'atelier, les mains encore couvertes de farine. « Vous avez travaillé pour ma grand-mère » demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, ému. « Rosa était la meilleure patronne que j'ai jamais eue. Elle nous traitait comme sa propre famille. Lorsque ma femme est tombée malade, c'est elle qui a payé ses médicaments. Elle me disait que c'était une avance sur mon salaire,
mais jamais elle n'a réclamé le moindre centime. Quand mon fils a eu des ennuis, c'est encore elle qui lui a parlé, qui l'a remis sur le droit chemin. Elle a sauvé ma famille. Emma sentit sa gorge se serrer. Comment vous appelez-vous? Robert. Robert Martinez. J'ai travaillé ici 12 ans, toujours au service du matin. Le nom réveilla des souvenirs. Emma l'avait lu maintes fois dans les vieux registres du personnel. Elle lui sourit avec respect. Monsieur Martinez, voulez-vous voir ce que nous avons fait de la boulangerie? Elle lui fit visiter les lieux, lui montrant comment l'ancien se mariait désormais au moderne. Robert caressa les tables en bois comme on effleure une relique sacrée, ses doigts tremblants retrouvant les gestes d'autrefois. Il s'arrêta devant les photographies accrochées au mur, se désignant sur plusieurs clichés, un jeune homme aux cheveux noirs, au large sourire. C'est exactement ce que Rosa aurait voulu, murmura-t-il avec émotion. Elle répétait souvent que l'usine n'était pas seulement là pour produire du pain, mais pour créer de la communauté. Vous avez compris cela. Vous lui rendez hommage. Avant de partir, Robert sortit de sa poche un petit objet. C'était une cuillère en bois, lisse et patinée par des décennies d'usage. Rosa me l'a donnée le dernier jour où j'ai travaillé ici, expliqua-t-il. Elle appartenait à sa mère, venue d'Italie avec elle. Elle m'a dit que je devais garder quelque chose pour me souvenir d'elle. Mais aujourd'hui, je veux que vous l'ayez. C'est ici qu'elle doit être. Emma prit la cuillère d'une main tremblante. Cet objet modeste, sans valeur marchande, condensait pourtant tout ce qu'elle cherchait à bâtir, un lien entre les générations, la mémoire préservée, la certitude que les choses comptent moins par ce qu'elles valent que par les histoires qu'elles portent. Le soir même, Emma plaça la cuillère dans une vitrine de l'espace muséal qu'elle avait aménagé dans la boulangerie. Une petite carte expliquait son histoire. Peu à peu, d'autres anciens employés vinrent à leur tour, apportant photos, recettes, souvenirs. Le musée s'enrichit naturellement, devenant un véritable coffre au trésor de la mémoire collective de Millbrook. 3 ans après la réouverture, Emma se tenait exactement à l'endroit où elle avait jadis coupé le ruban inaugural. Elle regardait autour d'elle, émerveillée par ce qu'ils avaient bâti. L'usine tournait à plein régime, produisant des milliers de pains chaque semaine et employant 60 personnes directement, sans compter les dizaines d'autres dans les entreprises liées. Le centre-ville vibrait à nouveau, de nouveaux restaurants, des commerces, des services avaient fleuri. La population de Millbrook, autrefois en déclin, s'était stabilisée et recommençait même à croître doucement. Des jeunes, qui avaient fui pour chercher un avenir ailleurs, revenaient désormais attirés par les emplois, la vitalité retrouvée et la chaleur d'une communauté ressuscitée. Mais au-delà des indicateurs économiques, ce dont Emma était la plus fière, c'étaient les changements invisibles. Elle les percevait dans la façon dont les gens se saluaient dans la rue, dans le parking plein du centre communautaire lors des activités du soir, dans les cris joyeux des enfants jouant dans le parc qu'elle avait financé, dans les rires qui emplissaient le café de la boulangerie. Chaque matin, Millbrook respirait à nouveau. Ce n'était plus une simple juxtaposition de voisins, mais une toile vivante de liens, de sourires et d'espoir partagés. Maya, désormais âgée de 14 ans, était devenue une boulangère accomplie. Après l'école, elle passait ses heures libres aux côtés d'Antonio, apprenant bien plus que des recettes. Elle découvrait la patience, la rigueur, le respect du détail. Elle évoquait parfois le rêve de devenir chef, ou journaliste culinaire, ou peut-être autre chose encore. L'essentiel était qu'elle avait devant elle des choix, des opportunités, un avenir solide. Emma, de son côté, avait laissé l'amour entrer à nouveau dans sa vie. Doucement, prudemment. James Wong, l'architecte qui avait contribué à la rénovation de l'usine, était devenu plus qu'un collaborateur. Après des heures passées ensemble à discuter de plans et de projets, une amitié profonde avait évolué en une relation sincère. James était patient, compréhensif, respectueux de ses priorités et de l'importance que Maya avait dans son cœur. 8 mois qu'ils avançaient pas à pas, construisant du vrai plutôt que de se précipiter. Le 3e anniversaire de la réouverture donna lieu à une nouvelle célébration, mais cette fois, Emma n'était plus au centre des regards. La lumière brillait sur tous ceux qui avaient contribué au renouveau de Millbrook, les entrepreneurs courageux, les enseignants inventifs, les bénévoles qui avaient peint des fresques, planté des jardins, organisé des fêtes. Emma se tenait parmi la foule, simple membre de la communauté, et elle s'en trouva plus heureuse encore. La mère, Patricia Chen, prit la parole. Elle parla de résilience, de solidarité, de ce qui se produit lorsque les habitants choisissent d'investir les uns dans les autres au lieu d'abandonner. Elle ne cita pas Emma,
mais leurs regards se croisèrent, et Emma y lut la gratitude, le respect, et cette compréhension muette entre deux femmes unies par un même engagement, servir quelque chose de plus grand qu'elle-même. Quand le soleil se coucha ce soir-là, Emma s'aventura jusqu'à la tombe de Rosa, qu'elle n'avait pas visitée depuis des mois. Elle avait évité cet endroit, craignant de ne pas être à la hauteur. Mais devant la pierre simple, gravée de cette épitaphe, elle nourrissait les corps et les âmes, Emma ressentit enfin la paix. « Nous l'avons fait, Nana » murmura-t-elle. « Nous avons tout ramené. Et ça fonctionne. Les gens ont du travail. Les enfants ont des perspectives. La ville a retrouvé l'espérance. Ce n'est pas parfait, il reste tant à faire, mais je crois que tu serais fier. J'espère de tout mon cœur que tu le es. » Un souffle d'air fit bruire les arbres du cimetière, apportant avec lui une odeur fugitive de cannelle et de levain. Emma sourit, caressa doucement la pierre et tourna les talons. Elle regagna la ville, la fête, la vie qu'elle avait reconstruite grâce à l'héritage de Rosa. Elle savait que sans cette fortune dissimulée, rien n'aurait été possible, ni la renaissance de l'usine, ni les emplois, ni les logements, ni les bourses d'études. Mais elle savait aussi que l'argent n'avait été qu'un outil, jamais une finalité. Ce qui comptait, c'était le choix qu'elle avait fait. Et ce choix ne venait pas de chiffres dans un compte en banque, mais des leçons transmises par Rosa bien avant que l'on parle d'héritage, la conviction que la communauté importe plus que la richesse individuelle. Que l'on s'élève ensemble, ou pas du tout. Que la vraie abondance consiste à allonger la table pour accueillir davantage de convives. Emma se retourna une dernière fois vers la tombe, silhouette discrète dans le crépuscule. Puis elle franchit les grilles du cimetière et descendit la colline vers les lumières de Millbrook, vers l'usine qui brillait comme un phare au cœur de la ville, vers le son de la musique et des rires. Vers son foyer.